Je souhaite déjà vous présenter le jeu qui a été retenu par l'équipe de Playtiles. Il s'agit bien évidemment de Kern. Pour celles et ceux qui y ont déjà joué, sachez que j'ai rajouté quelques spécificités à l'édition spéciale qui sort pour cette application. Un petit scénario en plus, quelques collectables, et notamment un manuel qui sera pourvu d'artworks, issus du développement du jeu. Des artworks faits à la main, à l'aquarelle, qui pourront être débloqués en explorant le jeu. C'est un petit plus interactif que j'ai toujours voulu mettre pour ce jeu notamment, et donc j'espère que ça pourra vous plaire. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo a été enregistrée en de trop nombreuses fois et s'étale quasiment sur un mois de travail, donc elle peut paraître parfois un petit peu imprécise. N'hésitez donc pas à aller consulter le dossier que j'ai laissé sur la page itch du jeu The Mist pour avoir accès à l'ensemble des fichiers qui ont été nécessaires à la réalisation du tutoriel, ce qui inclut aussi l'exemple que je montre à la fin de la vidéo. Place au tutoriel à présent. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques modifications que j'apporte à The Mist d'un point de vue technique, afin de le rendre plus jouable sur d'autres plateformes. Pour info, j'espère le voir arriver sur Steam d'ici 2026, si ce n'est sur console, selon ce qu'en dira l'éditeur qui s'y intéresse. Pour cette version, j'ai planché sur un petit menu afin de faire apparaître les objets qu'on collecte. J'y ai aussi ajouté un grand classique des survival horror, une limite d'emplacement à ne pas dépasser. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir comment manipuler quelques variables, on fera un petit tour du côté des flags, on fera de l'affichage indexé sur des variables, et on verra comment déplacer un curseur. Commençons déjà par voir quel type de projet on a. L'idée c'est de faire correspondre ces deux scènes avec le menu en fonction des objets qu'on y trouve. Il y a des scripts dans le onInit de chaque scène, qui est relatif principalement à l'affichage des curseurs qu'on trouve au-dessus de chaque espace où on peut récupérer les objets. Dans le onInit, ils sont masqués, et on a aussi un script qui nous permet de programmer directement la gestion du menu, son accès, et aussi d'inhiber le bouton A pour éviter que le personnage ne saute, parce qu'ici on n'en a pas besoin. On a ensuite dans chacune de ces scènes trois triggers, au-dessus desquels du coup il y a les acteurs des curseurs, et ces triggers vont pouvoir nous mener au menu via une animation quand on récupère l'item. Concernant nos sprites, on a le sprite du héros, on a le sprite du curseur, avec une animation supplémentaire lorsque l'objet est pris à l'espace où on est censé le récupérer, une animation par défaut, une animation objet pris, et on a nos sprites d'items qui sont rangés dans des frames, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir récupérer la frame précise en fonction de la variable qu'on a rentrée dans le script. La première chose à faire, ça va être de conditionner la récupération de l'item à un choix grâce à une variable locale. Puis il va falloir comparer deux variables, une concernant l'emplacement 1 de l'item, et l'autre concernant l'emplacement 2. Pour résumer, s'il n'y a rien dans l'emplacement 1, alors on place l'item qu'on récupère dans cet emplacement. Ici je mets briquet, lighter, mais en vrai on va récupérer un fusible. Et si cet emplacement est déjà pris, eh bien on va comparer le deuxième emplacement. On utilise pour ça des variables globales, afin de pouvoir les lier au menu, notamment pour l'affichage par exemple, et aussi pour la sélection.
Et si on se rend compte que les deux emplacements sont pris, on rajoute une ligne de dialogue qui nous indique qu'il n'y a plus de place. Il est très important quand il y a plusieurs objets de ne pas se tromper avec les numéros des variables qu'on va utiliser pour les items, parce que c'est ce qui va nous permettre notamment de les afficher, en reliant la variable au numéro de frame qu'on a utilisé dans les sprites des items. On conditionne tout ça à l'usage de la flèche du haut, et dans le menu, directement dans le script en init, on va régler l'affichage avant même que l'écran n'apparaisse, ce qui nous permet d'afficher l'item qu'on a en fonction de ce qu'on a récupéré. Il nous suffit simplement d'utiliser la variable de l'emplacement correspondant sur l'acteur de l'item correspondant. Item 1, emplacement 1. Item 2, emplacement 2. Ici on fait le test. Pas d'objet, rien dans les emplacements. Une fois que je récupère l'objet, il apparaît dans mon inventaire. Il n'y a pas pour l'instant d'animation. Pour créer une animation facilement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser les sprites des objets et je vais les mettre indépendamment dans le répertoire d'emotes. La version 4 permet de créer des emotes supplémentaires à ceux qu'on a déjà, et les emotes vont être assez faciles à utiliser pour symboliser que l'objet a été récupéré ou pas. Pour structurer mon animation, je vais avoir besoin d'interroger le programme pour savoir si l'objet était bel et bien pris. Pour ça, il va me falloir rajouter une petite variable. Si l'objet est récupéré, je mets une variable temporaire, une temporary. Les variables temporaires, c'est assez pratique parce que c'est des variables qui se réinitialisent à chaque fois et donc ça m'évite de gaspiller des variables pour ce genre de choses. On peut les utiliser aussi pour les boucles for, ça peut être intéressant. Là, donc si cette variable est vraie, je vais juste montrer un emote. Et pour bien insister sur le fait que j'ai récupéré l'objet, on va aller directement via cette ligne de script dans le menu. Il ne faut surtout pas oublier de stocker la scène actuelle, qu'on pourra réinvoquer une fois qu'on appuiera sur le bouton B par exemple, quand on sera sur le menu. Et voilà. Là, je vous montre un peu rapidement qu'il faut faire ça pour les autres triggers, bien évidemment. Sinon, on n'aura qu'un seul objet. Maintenant, on va s'attaquer au mouvement à l'intérieur même du menu. Pour ça, on va utiliser une variable booléenne, vraie ou fausse, 1 ou 0, qu'on va mettre sur 1 quand on arrive à droite, qu'on va ramener sur 0 quand on arrive à gauche. Il ne faut pas oublier de cliquer sur le Override Button Action pour empêcher le joueur, par exemple, de se déplacer. Ici, vu que j'ai masqué le joueur dès l'entrée du menu, il n'y a pas de ce genre de souci. Et on va bouger le curseur en conséquence.
Pas oublier de mettre la variable de mouvement sur faux qui va automatiquement ramener le curseur à gauche. On continue de structurer le script en ajoutant la sélection. Ici, on va utiliser les variables menu item qu'on a récupérées, donc les variables d'emplacement de l'item. En fonction de la variable qu'on a stockée, il suffit simplement d'afficher le texte correspondant. J'utilise un objet switch qui me permet de comparer la variable avec la valeur attendue. Vous pouvez mettre tout autre chose que du dialogue dans cet objet switch. Vous pouvez par exemple mettre des commandes à activer, étant donné que ce sont des objets, donc il va peut-être falloir les utiliser à un moment donné, ou des accès à d'autres scènes, si c'est des indices par exemple. Ici, la variable mouvement nous permet de savoir si on est à gauche ou à droite, et donc s'il faut invoquer le texte de l'emplacement 1 ou de l'emplacement 2. Et je vais conditionner ça à l'appui sur le bouton A, ce qui m'évitera des affichages intempestifs. Voilà un non-curseur qui bouge et un texte qui s'affiche selon ce qu'il y a à l'intérieur de mon inventaire. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'on replace un item, et pour ça, je vais utiliser des flags, encore et toujours. Ces flags vont nous permettre de faire d'autres actions par la suite, c'est assez versatile, ça nous permet directement de savoir si le bon objet est possédé. Pour l'instant, ça paraît un peu artificiel, mais ça peut être utile pour rajouter des spécificités à chaque objet. Notamment si vous souhaitez conserver un objet pris, mais ne pas forcément le déposer au même endroit. On va conditionner la récupération ou le dépôt de l'item directement au flag qui nous concerne, donc ici le flag du fusible. Ce flag va aussi nous permettre de conditionner la nature du curseur au-dessus du personnage. Si l'objet est pris, le curseur n'aura plus la même couleur. Je rajoute le flag une fois que j'ai récupéré l'objet. Et je conditionne la récupération ou le dépôt de l'objet au flag lié à l'objet. Si le flag n'est pas coché, je peux récupérer l'objet. Et si le flag est coché, je vais pouvoir le déposer tout simplement. On retrouve la même variable locale du choix qu'on avait mis au début. Et ici, on va faire l'inverse de ce qu'on est censé faire quand on récupère un objet. Quand on le dépose, il faut bien évidemment qu'on l'ait déjà dans l'inventaire.
Et il faudra donc pas oublier d'enlever le flag une fois qu'on aura terminé de reposer l'item, si jamais on accepte de le reposer. Et bien évidemment faire ça pour chaque trigger lié à chaque objet différent dans le projet. Ici j'ai juste une petite subtilité où je change la couleur de l'émote en fonction de si l'objet est à rendre ou si l'objet est à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.